Donc nous sommes à la galerie Hubert Ibren de Bruxelles pour l'exposition 45 artistes font leur cinéma. Et donc on a présenté plusieurs dessinateurs qui s'étaient appropriés des films du cinéma mondial. Et moi j'ai choisi en fait ce dessin, cette illustration d'Alexandra Huard qui avait été réalisée pour une revue qui s'appelle La 7e Obsession, que je dirige, donc c'est un peu intéressé comme choix. C'est un dessin qui a été réalisé dans le cadre d'un hors-série pour Walt Disney. Et il fallait faire trois dessins qui allaient servir d'ouverture pour les 3 parties du hors-série. Et donc là, c'est le dernier qui se concentre plus sur l'époque des années 60 où Walt Disney construit son empire autour des parcs d'attractions en particulier. Et donc là, il y a un hommage qui est fait en fait à l'attraction en particulier It's a Small World. Il y a aussi des choses qui sont liées à l'exploration spatiale à l'arrière-plan. J'aime beaucoup cette image parce que c'est un travail à la gouache qui est très marqué. C'est intéressant que la galerie ait choisi de faire un encadrement qui laisse voir en fait les bords de l'image et on voit en fait les traits de pinceau qui sont très forts et très puissants et qui mettent en valeur en fait le geste de l'artiste que je trouve vraiment très beau. Les tonalités et le caractère très coloré de l'affiche me fait penser aussi à l'illustratrice Marie Blair qui a beaucoup travaillé pour Walt Disney, notamment pour le concept artiste en termes de gouache et préparation des décors et des layouts pour les longs métrages d'animation du studio. Alors ici, on se trouve devant le travail de Philippe Dupuis, que j'adore particulièrement. Il s'est énormément investi dans cette exposition et il a travaillé sur Blue Velvet. Donc il a fait des cyanotypes que vous voyez ici derrière moi. Donc c'est vous dire comme il va chercher loin. Il a travaillé vraiment avec le bleu de Blue Velvet sur les cyanotypes. C'est une empreinte qui se fait, le bleu est photosensible, puis il dessine sur une vitre, il met la vitre sur le produit et puis avec la lumière, le dessin apparaît en blanc. Il a aussi fait comme un storyboard de l'histoire, une vingtaine d'images, une séquence illustrée. Et ce que j'adore dans le travail de Philippe Dupuis actuellement, c'est cette sensibilité, ce dessin où on voit carrément presque l'âme du dessinateur. Je trouve que c'est un travail absolument sublime et il s'est beaucoup investi dans cette exposition. Voilà, ça c'est une de mes œuvres préférées. Alors c'était super compliqué de choisir évidemment parce que tout est absolument magnifique. Mais alors, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté sur celle-là. Donc La ruée vers l'or, The Gold Rush, Charles Chaplin. Alors je sais, d'abord c'est un film que j'adore. Je ne sais pas pourquoi c'est un film que j'ai jamais oublié, que j'ai vu, que j'ai dû voir il y a des années quand j'étais tout petit, et j'ai jamais oublié tout un ensemble d'images, tout un ensemble de scènes, tout un ensemble de mouvements qui se retrouvent dans ce film et qui se retrouvent en fait dans cette affiche. On retrouve cette fameuse tempête de neige, on retrouve cette cabane qui est prête à s'effondrer, on retrouve évidemment l'image de Charlot qui est là dans cette cabane, on retrouve l'affreux barbu, on retrouve la petite ville. Alors évidemment graphiquement l'affiche est magnifique, les couleurs sont magnifiques, et puis ce que j'aime bien c'est qu'elle résume presque l'idée du film, elle résume l'énergie qui se dégage de ce film. J'ai l'impression qu'il faut évidemment avoir vu le film pour apprécier l'affiche, mais peut-être que le fait d'avoir vu l'affiche permettra encore plus d'apprécier le film. Alors moi j'ai choisi les affiches ici de Dave McKean, un artiste que je connaissais très peu, je le connaissais en réalité de nom, mais j'ai été ébloui par la picturalité de son travail et surtout par la maîtrise de la typographie. Quand j'ai appris qu'il était anglais évidemment, ça ne m'a pas étonné puisque n'importe qui en Angleterre sait manier la typographie. Et évidemment, j'ai trouvé une force incroyable dans son travail. Je suis très très content de m'apercevoir qu'elles ont été vendues parce que honnêtement, je me serais senti obligé de l'acheter. Tellement ça me plaît, tellement c'est fort, tellement c'est au point. Il y a une richesse de la typographie, donc évidemment moi ça résonne dans mon travail puisque moi je suis
affichiste de cinéma. Et donc du coup, je prends beaucoup de plaisir à naviguer, à balader mon œil dans tout ça. Il y a évidemment une référence au cubisme qui est évidente, voilà, qui me parle, et puis des parties qui me font penser à Marshall Harrisman. Voilà, voilà, je trouve ça très intéressant ce travail. Et puis ici, il présente 4 affiches extraordinaires de cinéma plutôt expressionniste, avec lequel je me sens proche aussi. Donc voilà, ici, je crois que c'est vraiment 4 pièces majeures de l'exposition, à mon sens, qui sont présentées ici. Donc nous sommes réunis ici à l'occasion de l'exposition Huberti Braine à Bruxelles sur 45 artistes font leur cinéma, dont David Merveille, ici présent, est le curateur. Et peut-être que tu pourrais d'ailleurs présenter un petit peu le principe de l'exposition, même si le titre est largement explicite. L'exposition est assez simple. En effet, j'ai invité 45 artistes à travailler sur ce thème-là, et c'était très libre. Donc on retrouve des affiches alternatives, d'autres ont fait des portraits, d'autres des séquences, des installations, et puis aussi quelques planches de bande dessinée. Puisqu'on est quand même dans une galerie qui expose en général des originaux de bande dessinée. Et si tu as été curateur de cette exposition, c'est pas par hasard quelque part, c'est parce que tu as aussi un pied dans le cinéma à travers ton lien avec un personnage en particulier. Ah oui. Et quel est-il ? En effet, si Alain Huberti m'a demandé d'être curateur, c'est parce qu'il savait très bien que d'abord je partageais l'atelier, entre autres avec Laurent qui fait des affiches alternatives, et puis parce que moi, en effet, je travaille sur le personnage de Monsieur Hulot depuis à peu près une quinzaine d'années, et donc je suis baigné, c'est vrai, du soir au matin dans cet univers cinématographique, quoi. Et pour l'occasion de l'exposition, tu as même réalisé aussi une affiche sur un autre personnage iconique. Un cousin de Monsieur Hulot, c'est le grand blond, donc c'est Pierre Richard, et alors ce qui était très sympathique ici, c'est que je lui ai demandé, enfin je lui ai présenté l'affiche, et puis je lui ai demandé de contresigner le dessin. Donc ici, il y a un exemplaire qui est signé de Pierre Richard, et c'est vrai que ça, c'est quand même un beau cadeau de la vie. Et on peut dire qu'en ce moment, tu travailles sur une bande dessinée dont l'inspiration est largement liée au cinéma, et pas n'importe lequel, peut-être que tu peux en dire plus ? Oui, c'est une bande dessinée qui est scénarisée par Zidrou, qui va être éditée par Delcourt, et qui s'appelle Amore. Et ce sont toutes des petites histoires italiennes. Et là, ma référence ultime, c'est la Dolce Vita de Fellini. Donc c'est vrai que actuellement, je suis en train d'aller puiser toute ma documentation dans les vieux films des années 50 pour les décors, les personnages. Donc c'est vrai que le cinéma ne me quitte jamais, quoi. Merci bien. Donc Thomas Gunzik, toi tu es présent un peu en contrebande dans l'exposition, parce qu'il y a une affiche d'un film que tu as scénarisé, c'est ça ? Le Nouveau Testament. Voilà. Qui est réalisé par Philippe Dupuis, l'affiche. Oui, tout à fait. Qui a aussi fait une belle série sur Blue Velvet, on peut le dire. Et au-delà du travail de scénario sur ce film-là, tu as déjà fait bien d'autres participations à l'univers du cinéma avec Jaco van der Mael. J'ai travaillé, oui, avec Jaco, j'ai travaillé à la fois sur des films et sur des spectacles qui mêlaient beaucoup images et puis aussi spectacle vivant. Et puis voilà, c'est vrai que le fond de mon travail, en gros, c'est raconter des histoires, trouver les mots qu'il faut pour les raconter, et puis voilà, c'est tout. Voilà. C'est un travail qui est très tout-terrain, ça peut s'adapter à la BD, ça peut au cinéma, au roman, à la littérature, il n'y a pas vraiment de frontières entre tous ces genres-là. Et justement, tu as participé à une bande dessinée avec toujours Jaco, Françoise Cuyton et puis Laurent Durieux. C'était une sacrée aventure de faire un travail à 8 mains, on peut dire ça. C'était une aventure, c'était presque un honneur d'abord d'être invité dans l'univers de Blake et Mortimer. Et puis c'était une leçon magnifique de bande dessinée prise pendant près de 2 ans avec Françoise Cuyton. François, il aime bien travailler en présence des gens avec qui il crée. Et donc pendant 2 ans, j'ai vu François à l'ouvrage, et comme tu le sais certainement, il parle beaucoup quand il travaille. Et ça a été, je pense, vraiment une
grande leçon de bande dessinée, de mise en scène, de narration, et puis d'amitié aussi. Et quel effet ça fait de voir son travail, son imagination, son imaginaire prendre vie sous les traits d'un dessinateur comme ça, au fur et à mesure que le récit avance? C'est merveilleux, c'est magique. C'est ultra flatteur de se rendre compte, d'apercevoir que les idées qu'on a dans la tête peuvent intéresser des gens de ce niveau-là. Et puis, justement, c'est quand c'est des gens comme ça qui s'emparent de vos idées, ils vont en faire des choses bien meilleures que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, ils tirent tout ça vers le haut. C'est l'avantage de travailler avec des gens qui ont du talent comme ça. Vous venez avec quelque chose et ce quelque chose devient encore mieux que ce que vous aurez pu imaginer parce qu'ils amènent toute une dimension qui est celle de leur talent. Une émulation. Voilà. Et Laurent, du coup, Laurent Durieux, toi, c'est le cheminement inverse parce que la plupart du temps, dans ton travail, tu pars d'un film qui existe déjà, une histoire qui est déjà racontée, et tu te l'appropries à travers ta propre vision, en fait, et pour raconter quelque chose qui part dans une autre dimension, quelque part. Oui, ou peut-être pour compléter, parfois, ce que les graphistes de l'époque, les affiches de l'époque n'ont pas pu dire, ou voulu, ou des idées auxquelles ils n'auraient pas pensé. Donc je vais en général un petit peu plus loin, où je veux prendre un élément qui avait été laissé un peu de côté, ou un élément qui me paraît, moi, finalement plus intéressant que ce qui paraît. Donc oui, moi j'essaye, en fait, moi mon boulot c'est de donner envie d'aller revoir un film via mes images qui peuvent parfois paraître être un peu mystérieuses ou obscures, mais voilà, donc c'est un nouvel éclairage sur un film qui est parfois peu connu, mais souvent très très connu, et qui du coup donne envie de se dire, mais en fait, est-ce qu'on a vu le même film, quoi? Et donc de donner envie aux gens de se dire, je vais le revoir, quoi, avec cet éclairage-là. Voilà. Oui, quelquefois ça peut même ouvrir une autre porte, quoi. Absolument, oui, absolument. C'est différents niveaux de lecture en réalité. Hein. On peut visionner, enfin on peut regarder un film au premier degré comme au deuxième ou au troisième. On peut essayer de voir les couches dans un film. On peut effectivement voir un film profond, mais n'en faire une lecture qu'en surface. Eh bien, c'est un peu la même chose dans une affiche. Enfin, en tout cas, les affiches que j'essaie de faire, j'essaie de proposer des espèces de multicouches. Me dire, on peut regarder mon affiche parce qu'elle est jolie, simplement, et puis prendre le temps de rentrer dans cette affiche et se dire, en fait, qu'est-ce qu'on me raconte? Enfin, qu'est-ce que Laurent me raconte? Et voilà, donc c'est une manière pour moi de faire mon propre montage d'un film très connu, quelque part. Et au-delà de ça, il y a une autre part de ton travail qui commence à éclore. C'est des créations d'inspiration beaucoup plus libres, où là, c'est pas lié forcément directement à un film, c'est même quelquefois très éloigné. Et là, qu'est-ce que tu cherches en fait à travers cette nouvelle... Moi, je suis un peu comme Thomas. Thomas, il essaie de raconter des histoires avec des mots, et moi, j'essaie de raconter des histoires avec du dessin, avec des images. Je ne peux pas vraiment te dire ce que j'essaye de faire. J'essaie de faire des choses qui me parlent et qui sont des idées qui viennent comme ça, d'images, qui sont quand même souvent liées à la culture populaire quand même. Je pense que le lien, c'est la culture populaire, ou c'est des références picturales, puisqu'il y a des images ici qui sont des références claires à Hopper, mais qui mélangent en même temps la culture du cinéma ou de l'art populaire. Et complètement anachronique quelque part, mais peut-être c'est la même chose que mes affiches, c'est-à-dire du coup j'éclaire des choses très connues comme le tableau de Hopper, mais d'un autre éclairage. C'est un remix quoi quelque part. Non, c'est une manière pour moi de raconter toujours. Moi aussi, ce qui m'obsède, c'est comme Thomas, moi c'est la narration. Dans toutes les affiches que je fais ou dans toutes les images que je fais, j'essaie de raconter. J'ai jamais fait une affiche esthétique pour être esthétique. Je veux vraiment toujours que ça épouse le propos et puis que ça raconte un maximum, quoi. Et là où c'est un défi, c'est qu'il n'y a qu'une image pour raconter un récit. Oui, moi je suis lâche en fait par rapport à François qui passe 3 ans sur un album ou 4 ans pour raconter une histoire. Moi j'essaye de pas travailler plus de 3 semaines pour essayer de raconter une histoire aussi riche. Elle n'est pas aussi riche, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis je passe à autre chose. Une fois que j'ai fait ça, je passe à autre chose et je rentre dans une autre histoire, dans une autre narration, quoi. Alors si tu permets, Nicolas, je vais prendre un petit peu le relais parce que je sais que
Vous êtes, Laurent et toi, en train de travailler sur un projet en commun. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ah oui, on est en train de réaliser un hors-série de la revue Les Arts Dessinés consacré entièrement à Laurent Durieux. Donc ça a donné lieu à des entretiens fleuves, on peut dire ça, qui vont être produits, ainsi qu'une grande quantité du travail de Laurent. Pas seulement les affiches qu'on connaît tous, mais aussi des dessins qui sont restés un peu secrets jusque-là. Qui étaient destinés à la poubelle en réalité. Ouais. Mais un jour, on m'a dit, tu sais, tout ça a de la valeur, donc j'ai arrêté de mettre ça à la poubelle et j'ai mis ça dans une farde. Et puis, j'ai bien fait, puisque quand Frédéric Bosser m'a appelé pour me proposer ce hors-série, du coup, j'avais une farde remplie de déchets, mais qui était intéressant, parce que voilà, c'est des études, des croquis, etc. Donc, c'est ce qui complète mon livre. Mon livre, il n'y a quasiment que des affiches finies, enfin, et assez élaboré, alors que dans leur série, ça sera vraiment plus dirigé vers le dessin, les différentes étapes, etc. Il y aura les deux. Il y aura les deux. Non, il y aura les deux. Il n'y aura pas que de la poubelle. Et est-ce que tu peux nous parler de ton Pinocchio de l'espace, là ? Tu veux dire Astro Boy, sans doute, c'est Absolument. ça, Pourquoi avoir fait un livre sur Astro Boy ? Oui, c'est une bonne question. Non, parce que moi j'écris que sur ce que j'aime. Donc si je voulais m'emparer d'Astro Boy, c'est que c'est un personnage qui me touche beaucoup. Et l'idée, c'était au-delà du personnage, je parlais de l'enfance et de l'importance de la figure de l'enfance dans le XXe siècle, dans la culture populaire, parce que c'est un enfant survivant, quoi, Astro Boy. C'est une figure absolument invraisemblable. C'est un robot qui a été créé par un scientifique parce que ledit scientifique avait perdu son fils dans un accident de voiture et il en fait la copie conforme sous forme d'androïde. Donc déjà, l'histoire dès le départ est assez folle et c'est pire encore quand au fur et à mesure, le professeur Tenma qui l'a créé s'aperçoit que sa créature ne grandira jamais comme l'aurait fait son enfant, et donc il le rejette. Bah oui. Ouais. Et donc c'est une sorte de réinvention du héros orphelin, quoi, tel qu'on le retrouve dans les archétypes les plus anciens des histoires de l'Antiquité, même d'avant, quoi, et les plus récentes. De Romulus et Rémus à Harry Potter, en fait, les grands héros de l'imaginaire sont souvent des orphelins. Oui, ou AI, en fait. C'est un peu cette histoire-là. Ouais, carrément. En fait, c'est carrément ça, en fait. Ouais. Et donc, c'est atroce. mais c'est très beau. Enfin, il y a un caractère poétique. Alors, évidemment, le fait que le personnage soit créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la double catastrophe des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki n'est pas un hasard. Il est mu par l'énergie atomique. Donc c'est un peu l'image du Japon qui renaît de ses cendres. Et les histoires de Tezuka, l'auteur, Osamu Tezuka, de Astro Boy sont absolument splendides. Toujours à la lisière entre le burlesque et le mélodrame. Parce que c'est un peu à l'image de ce que vit le pays dans ces années-là. C'est bien dit. Tu le vends combien, le prix ? Un prix peut-être Je sais plus. C'est la téléboutique. C'était vraiment une belle rencontre. Et on peut inviter tout le monde à venir visiter l'exposition jusqu'à quelle date exactement ? Jusqu'à la fin du mois. Il faut se dépêcher quand même, oui. le temps que la vidéo soit mise en ligne. Il y a encore plein d'œuvres qui demandent à trouver acquéreurs. Oui, puis il y a une exposition virtuelle aussi pour ceux qui sont à l'étranger, par exemple. Voilà. Et ça vaut le coup.